Bonjour et bienvenue dans ESS On Air, l'émission de Mediatico où les acteurs de l'ESS font l'actualité. C'est chaque semaine sur Mediatico, c'est en live sur Twitch et bien sûr c'est en replay ensuite sur nos réseaux sociaux et notre site internet. L'objectif c'est de regarder l'actualité autrement. Et aujourd'hui, une émission spéciale sur la réforme des retraites avec Caroline Renoux. Bonjour Caroline. Bonjour Frédéric. Fondatrice de Burdeo, cabinet de recrutement à impact. Et Vincent Seguela. Bonjour Vincent. Bonsoir Frédéric. Alors Vincent, il est administrateur d'Exopé, Exopé qui est le représentant des employeurs du secteur de l'animation, de l'éducation populaire, du sport, du tourisme social notamment. Voilà, une branche bien définie dans l'économie sociale et solidaire. Un mot, un chiffre peut-être pour présenter vos deux structures, Vincent Seguela ? Vous l'avez dit, c'est un syndicat qui couvre l'ensemble des champs conventionnels, couvre à peu près un peu plus de 300 000 salariés, sachant que dans ces champs-là, on a des emplois permanents et puis évidemment aussi des saisonnalités, des occasionnels, etc. Et Exopé, on ne connaît pas beaucoup, ça existe depuis combien de temps ? Alors Exopé, c'est la fusion de plusieurs syndicats qui œuvraient sur ces différents champs. On va dire que la création est au début des années 2000, mais les syndicats on va dire fondateurs sont bien anciens. Les premiers remontent au milieu des années 70 par exemple. Et quand vous dites syndicat, entendons-nous bien, vous entendez, vous, syndicat d'employeurs ? Syndicat d'employeurs, tout à fait, à ne pas confondre avec les syndicats de salariés. Et avec le MEDEF non plus, mais nous sommes des employeurs et effectivement nous organisons le dialogue social dans nos branches avec les représentants des salariés de nos branches. Merci Vincent. Caroline Renoux, même question, Burdeo, un mot, un chiffre pour présenter un petit peu votre cabinet de recrutement ? Oui, bien sûr. Donc Burdeo, ça existe depuis 12 ans et depuis le début, on est vraiment focalisé, mobilisé pour participer à la professionnalisation des métiers autour de l'impact positif. Ça veut dire qu'en fait vous recherchez des talents, c'est ça, que vous trouvez comment ? Alors à la fois on recherche des talents et puis surtout on est là pour mettre en évidence ces métiers, alors qui sont à la mode aujourd'hui mais qui n'étaient pas forcément il y a 12 ans. Comment on les cherche à la fois ils s'adressent à nous directement et puis on va aller les détecter de façon un peu secrète comme font les chasseurs de tête. C'est quoi ces métiers qui n'existaient pas il y a 12 ans ? Alors par exemple, on parle beaucoup aujourd'hui des spécialistes carbone, reporting extra-financier, des chefs de projet économie circulaire. On voit émerger aussi des métiers comme bien-être animal aussi au sein des entreprises et puis aussi de plus en plus de postes autour du dialogue des parties prenantes. Donc le fait de travailler aussi avec les associations, les universités et les territoires. Alors tous les deux, vous naviguez au cœur d'un écosystème très riche de l'économie sociale et solidaire. J'ai bien envie de savoir ce que vous ressentez dans votre écosystème. Est-ce que vous, sur la réforme des retraites évidemment, est-ce que vous prévoyez pour mardi une forte mobilisation, Caroline ? Alors, je ne sais pas si je prévois une forte mobilisation. En tout cas, je trouve passionnant que le sujet soit vraiment sur le haut de la pile, puisque moi, ce que je constate, c'est que les recruteurs, à partir de 45 ans, ils commencent à ne plus vouloir recruter. Comment ça se fait ? Ah ça, je sais pas. Bon, on va en parler pendant cette émission. Vincent, comment est-ce que vous pressentez cette deuxième grande manifestation, mobilisation nationale, mardi 31 janvier ? Si on se réfère à la précédente journée du 19 janvier, on peut s'attendre effectivement à nouveau à une forte mobilisation. Nos adhérents, j'ai la réponse à votre question de tout à l'heure, ils sont au nombre de 12 000, donc structures associatives employeurs, principalement associatives, sont très largement opposés à ce projet, et c'est le cas d'ailleurs aussi du côté des salariés de nos structures. Alors ça, c'est ce que vous dites vous. Par contre, ce n'est pas forcément ce que disent tous les syndicats d'employeurs dans l'économie sociale et solidaire. Mais on va en parler. On va parler de ce report de l'âge légal à 64 ans. On va parler de la durée de cotisation. On va parler de la pénibilité. On en parle maintenant, juste après ça. Alors Vincent Seguela, effectivement, Exopé est le seul syndicat employeur ouvertement opposé à cette réforme des retraites. Dites-nous pourquoi. Très probablement parce que nous ne sommes pas des employeurs comme les autres. Vous avez fait référence au MEDEF tout à l'heure. Et donc, si on n'est pas au MEDEF, c'est qu'il y a des bonnes raisons à cela. Et donc, ça paraît logique qu'on ne soit pas en phase avec... on va dire, ce principal représentant employeur. Qu'est-ce qui vous distingue du MEDEF ? Nous sommes des employeurs engagés. C'est notre ligne, elle est pas venue de nulle part.
nos associations, celles que nous représentons, ont pour objet, raison d'être centrées sur l'intérêt général, les politiques publiques à travers des champs d'action généralement autour de l'éducation populaire, la citoyenneté, l'utilité sociale, la solidarité, etc. En un mot, une certaine idée du progrès. On intervient sur le temps libre, principalement, donc le temps où on n'est pas forcément au travail, à l'école, par exemple. Et donc, la question pour nous, qui sous-tend un des éléments de la réforme, c'est-à-dire nous vivons plus vieux, plus longtemps. Donc pour nous, c'est un sujet de société. Et donc, on peut comprendre qu'il y a un problème comptable à cela, mais on ne peut pas mécaniquement le traduire par « comme nous vivons plus vieux, il faut travailler davantage ». Puisque pour nous, ça ne peut pas constituer un horizon aussi mathématique par rapport aux projets que nous portons et aux activités que nous portons vis-à-vis d'enfants, d'adultes ou de seniors, au sens sociétal cette fois-ci, et pas forcément au sens du Code du travail. Est-ce que pour autant ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de faire, de trouver d'autres formes de réponses? Donc vous dites on n'est pas obligé de travailler plus longtemps, mais est-ce que ça veut dire donc qu'il faut cotiser davantage? Est-ce qu'il y a d'autres pistes de solutions dans cette réforme des retraites? Bien sûr, un des éléments qui nous gêne dans la réforme telle qu'elle est proposée, c'est qu'il a été posé en postulat de base que surtout on ne touchera pas à la compétitivité, donc par exemple aux mécanismes de cotisation ou de contribution ou de ressources qui pourraient venir rééquilibrer les comptes de caisse de retraite. Et je passe le débat sur sont-elles vraiment déséquilibrées, à quel horizon, selon quelle hypothèse, etc. C'est un débat sur lequel même les économistes ne sont pas tout à fait d'accord en ce moment. Donc c'est pour ça que je le passe, mais voilà. Donc on est un peu gêné que cet aspect-là des choses soit de facto mis de côté. Donc ce qui veut dire que nous qui sommes habitués au dialogue social, de facto, on nous invite à une table sur laquelle il y a des hypothèses qui sont déjà retirées. Donc ça, c'est une deuxième raison au mécontentement. Il y a un volet du sujet qui nous est interdit. On ne peut pas dire qu'il y a vraiment discussion possible par rapport à ça. Je tiens à préciser, je le disais tout à l'heure, on œuvre sur le temps libre. Pour nous, le temps libre, c'est la formation tout au long de la vie, c'est un temps d'émancipation. Voilà, et ça, c'est un projet de société, s'émanciper individuellement et collectivement. Ce collectivement, ça veut dire participer à la vie de la cité, à la solidarité, à l'intergénérationnel, etc. Et donc, on n'a pas de problème avec la valeur travail. D'ailleurs, on fait travailler, au sens de la production, de richesse, des millions de bénévoles. C'est vous dire si quand même on est bien calé sur la question du travail. Mais voilà, on ne peut pas avoir sur un sujet tel que celui-ci une approche comptable. Et donc nous étions favorables à discuter d'une réforme systémique, donc qui prenne en compte une multitude de paramètres et qui modifie le système, notamment par exemple changer les règles du jeu en fait. Voilà, universel de points par exemple pour tous, et on n'était pas favorable à une réforme paramétrique. Or là, c'est uniquement une réponse sur un paramètre qui consiste à réduire les droits, puisque travailler plus longtemps, etc., on équilibre en réduisant quelque part la prestation des cotisants, et donc le sujet du financement, notamment, et qui renvoie à d'autres sujets, notamment sur l'emploi des seniors, qui est un sujet pour nous central, celui-ci n'est pas traité. On va en parler. Caroline Renaud, avant ça, dites-nous comment vous regardez cette réforme des retraites. Comment je la vois? Comme je vous disais, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que aujourd'hui, il y a énormément de préjugés pour employer des personnes qui sont seniors, sachant que, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est la PEC, on est senior à partir de 42 ans. C'est-à-dire que statistiquement, c'est à partir de 42 ans qu'on met plus de temps à retrouver un emploi. Donc ça veut dire, être senior, ça veut dire mettre plus de temps à retrouver un emploi? C'est ça l'équivalence? Non, c'est pas l'équivalent, mais en tout cas, statistiquement, la PEC a vu qu'à partir de 42 ans, on mettait plus de temps à retrouver un emploi. Être senior, ça dépend. Dans un cabinet de conseil, vous êtes senior à 26 ans.
Non, mais c'est vrai. Donc, senior, je crois que ça ne veut plus dire grand-chose parce qu'on peut être senior à 35 ans, à 45 ans, à 65 ans et à 85 ans. Et on ne parle même plus du grand âge derrière. Donc, quel mot il faut utiliser selon vous? De quoi on parle là, dans cette réforme des retraites et en matière de salariés âgés, plus ou moins âgés? C'est quoi la barrière? Est-ce qu'il y a une limite quelque part? C'est pas forcément mettre une limite, c'est remettre du sens à la maturité professionnelle, qui est une chose très belle. Et les seniors apportent énormément de choses dans les entreprises et peuvent faire beaucoup de choses. Après, est-ce qu'il doit y avoir un âge limite? Je sais pas, mais ce que je dirais en tout cas, c'est que après la vie de salarié, on peut aussi faire du bénévolat, du mécénat de compétences, et que tout ça, cette économie, en fait, elle est essentielle au fonctionnement de l'économie. Vincent Seguela, ça vous fait réagir ce que dit Caroline Renoux? On est, à partir de 42 ans, on est senior d'après l'APEC, et puis en fait, on est perdu dans le monde du travail dès qu'on a passé une certaine limite. Ce que dit Caroline est juste. Déjà, l'acceptation de senior est très variable. Si on prend les sports collectifs, on va parler du rugby, il va y avoir une Coupe du Monde bientôt, vous êtes senior de 18 à 30 ans. Et senior, à ce moment-là, ça correspond au meilleur moment de votre capacité. Vous jouez l'équipe 1, voilà, c'est l'équipe phare, c'est là où ça va le plus vite, où les performances sont les plus fortes. Bon, évidemment, senior en entreprise, tout le monde a compris, c'est exactement le mécanisme inverse qui se passe. Alors pour l'APEC, 42 ans, pour le Code du travail et certaines mesures, 45 ans, etc., etc. Bon, donc on voit bien que, et là on parle dans un débat européen, parce qu'un senior en Afrique, c'est encore autre chose. Et d'ailleurs, un senior en Afrique, il a un rôle social probablement beaucoup plus valorisant. Vous connaissez l'expression, il faut tout un village pour éduquer un enfant, etc. Et les seniors, une pierre angulaire. Donc effectivement, on a un problème de définition, et en tous les cas, dans le monde du travail, si on voit bien que le senior dans d'autres domaines est plutôt valorisant, dans le monde du travail, effectivement, être senior, c'est le début du commencement de problèmes, on va dire. Tant pour l'entreprise d'ailleurs, que pour le salarié lui-même. Ça veut dire quoi? On les met au placard, les seniors? C'est ça que vous voulez dire? Non, mais il y a cet imaginaire de l'équipe jeune et dynamique. Et en fait, pendant des années, pour soi-disant lutter contre le chômage de masse, on a mis les gens en pré-retraite. Et ça a créé un imaginaire d'une équipe qui fonctionne bien. Elle est jeune et dynamique, mais en fait, elle peut aussi être senior, voire âgée et dynamique. Parce que vous, ce qui vous intéresse, Caroline Renoux, ce qui vous préoccupe en tous les cas, c'est le sort qu'on réserve aux salariés âgés. C'est leur employabilité. C'est ça qui vous inquiète en fait? Non, moi ce qui me préoccupe vraiment, c'est la transformation sociale et environnementale des entreprises, qui est aujourd'hui plus que nécessaire. Et à la fois, donc il y a les jeunes qui poussent, qui innovent, etc. Mais les compétences des gens seniors, on va les appeler, elles sont essentielles aussi parce qu'ils ont l'habitude de cette conduite du changement, ils ont l'habitude de ce dialogue avec différentes parties prenantes. Donc les mettre de côté, c'est juste ralentir cette transition sociale et environnementale que les entreprises doivent faire le plus rapidement possible. Donc en fait, vous êtes en train de nous parler de leurs compétences. Ils ont des savoirs, des savoir-faire, ils ont l'historique de l'entreprise, ils sont là depuis longtemps, ils ont une expérience métier. Par contre, ils sont aussi parfois éloignés du numérique, donc ils peuvent à l'inverse ralentir la marche de l'entreprise parce qu'il y a des compétences qu'ils n'ont pas acquises s'ils ne se sont pas reformés pendant leur temps de travail. Donc il y a en fait différentes préoccupations qui concernent le monde de l'entreprise et la façon dont il s'occupe de ses collaborateurs. Alors je pense que aujourd'hui, de toute façon, on a quand même globalement compris qu'il faut se former tout le temps et qu'il faut le faire de façon continue. Après, sur le numérique, la plupart des seniors quand même maîtrisent le sujet. C'est les gens qui sont vraiment en grand âge pour qui c'est plus complexe. Et puis les jeunes peuvent aussi les entraîner. Enfin, je pense que le mentorat, ça peut se faire dans un sens, mais le reverse mentoring, ça peut se faire aussi dans l'autre sens. Et c'est extrêmement positif pour toutes les générations d'avancer comme ça. Vincent Seguela, est-ce que vos adhérents vous font remonter le fait qu'ils sont inquiets, préoccupés pour le sort de leurs salariés âgés? Je ne l'exprimerai pas comme ça. En fait, on fait des constats.
Et que disent les études, les statistiques? Que à partir de 55 ans, et encore plus à 60 ans, un tiers à presque la moitié des Français ne sont plus en emploi ou font des va-et-vient. Voilà, donc moi... La moitié, c'est beaucoup, hein. On n'est pas loin, je crois, 40% selon les tranches d'âge, etc. Et puis évidemment, on dépasse les 60 ans. Voilà. Donc c'est effectivement beaucoup. Donc c'est pas des inquiétudes, ce sont des constats. Donc ils sont où à ce moment-là? Donc c'est tous les problèmes de regard sur l'emploi qui viennent d'être évoqués, mais ça veut dire qu'ils sont ailleurs. Ils sont malades, ils sont au chômage, ils sont en invalidité, ils sont sur le RSA ou d'autres mécanismes sociaux, etc. Ce qui m'intéresse de savoir, c'est si c'est le cas dans les filières que recouvre Exopé. Dans quel métier, en fait, ça se produit, ce phénomène-là? Alors, nous, on a des branches, mais vous allez voir, je vais faire un parallèle avec les jeunes, parce que jeunes et seniors, finalement, même combat. Pas pris au même bout de la chaîne de la vie, mais les uns partent trop tôt, ont du mal à rester jusqu'au bout, 60 ans, 62, 65. On sait que déjà à partir de 55, c'est compliqué, voire 42 d'après l'APEC. Et les autres, on sait, ça c'est aussi les statistiques, avant 22, 24, 25, 26 ans, ils ont du mal à travailler. Je rappelle que dans les 30 glorieuses, dans les années 50, 60, à 20 ans, tout le monde était au travail. Là, parce que les études s'allongent, c'est recherché, parce que les stages se succèdent à des CDD, etc., etc. La vraie vie stabilisée en emploi, dans une filière qu'on a choisie stable, etc., c'est reculé. Donc c'est un peu le même combat d'une certaine façon. Et donc cette question des seniors et de l'emploi des seniors est évidemment centrale d'un point de vue sociétal et évidemment du point de vue du sujet des caisses de retraite. Parce que ça crée aussi une partie quand même des déséquilibres, comme des jeunes qui se mettent à cotiser trop tard, et puis si vous sortez, puisque on peut le dire, on est dans des locaux universitaires, d'un parcours universitaire à 24-25 ans, évidemment, vous imaginez, vous accolez le nombre d'années de cotisation, vous voyez jusqu'où ça vous mène. Est-ce que le fait d'avoir étudié à l'université vous garantit de tenir le coup jusqu'à 65, 66, 67 ans pour arriver au bout de vos cotisations? Ça garantit un petit peu plus que pour les métiers particulièrement pénibles, et on sait que les gens qui font des études universitaires, a priori, ne vont pas faire les métiers les plus pénibles. Est-ce qu'il y a des métiers à forte pénibilité dans l'ESS? Oui, tout à fait, je vais y venir. Mais là, je suis quand même pas tout à fait d'accord avec vous, parce que ce qu'on constate, et encore une fois, je fais des constats, y compris dans nos branches. Alors nous, on a des branches avec plutôt de l'emploi assez jeune, mais pas toutes, hein, mais la principale, par exemple, Éclat. On a les animateurs. Donc là, voilà, c'est la branche de l'animation. Hein. La branche de l'animation, où c'est assez jeune, mais on observe un vieillissement, parce que les gens font carrière, et nous, on organise la filière. Voilà. Et puis, dans la petite enfance, par exemple, dans les crèches, des personnels un peu plus âgés que dans les centres de loisirs, formations sont différentes, etc., etc. Mais ce qu'on constate, y compris pour les cadres, donc ceux qui sont susceptibles d'avoir fait, on l'imagine, des formations universitaires, on a beau prendre le sujet par tous les bouts, arriver à un moment, on va dire 60 ans, peu ou prou, on a tous l'âge de nos artères. Ça, c'est une réalité. Et d'ailleurs, on parlera peut-être tout à l'heure de prévoyance. Quand on regarde les comptes de la prévoyance, vous imaginez que c'est rarement avec des jeunes de 22 ans, ça peut arriver. Donc ça, ce sont des réalités, et au-delà de notre branche, ce sont des données encore plus ou moins marquées selon les secteurs, mais ce sont des données factuelles. Alors oui, on n'a pas de pénibilité au sens du compte pénibilité et des critères de la loi, mais évidemment, dans nos secteurs, comme dans n'importe quel secteur, il faut là aussi sortir de la représentation qu'on était en train de faire. Je suis universitaire, j'ai cadre, j'ai un bagage, etc. Donc, je suis imperméable à l'usure. Voilà, regardez chez les cadres l'explosion des risques psychosociaux. Quels métiers sont pénibles dans votre branche? Je vais prendre par exemple la petite enfance, les crèches. Vous allez toute la journée porter au sens physique des enfants avec soin et affection. Voilà. Alors malgré les progrès en termes de prévention, les actions de formation, le progrès du mobilier et de l'aménagement des espaces, toute la journée, vous portez des charges avec attention, on ne porte pas des sacs. Hein. Voilà. Et multiplier ces gestes sur toute une carrière, évidemment que ça pose un certain nombre de problématiques sur la santé et les risques musculo-squelettiques notamment. Je pourrais vous donner le cas de l'éducateur spécialisé de prévention qui est au travail auprès de publics en difficulté sociale très lourde, diverses et variées, notamment les jeunes.
eh ben, si vous voulez, c'est quand même des pressions fortes. Vous êtes face à des situations sociales de détresse avec de la violence, violence ressentie, violence réelle, violence psychologique, violence des fois physique. Les jeunes tournent, se renouvellent, si vous passez l'expression. Vous restez. Et donc, il y a un moment, vous avez là des phénomènes d'usure. Alors, je ne parle pas forcément d'usure physique, de handicap au sens où on peut l'entendre habituellement, mais la pression sur ce type de situation, mais on pourrait la retrouver sur les urgentistes, des gens très formés, très diplômés. Mais quand vous êtes sans cesse en situation de stress, aujourd'hui les études le démontrent, ça pèse sur l'organisme. Alors, cette émission est déjà bien avancée. On va passer dans la deuxième partie de cette émission. On va essayer de voir un petit peu quelles pourraient être les conséquences, l'impact pour l'économie sociale et solidaire de cette réforme des retraites. Caroline Renaud, vous nous avez parlé des compétences tout à l'heure, des compétences des seniors, mais est-ce que reporter l'âge légal de la retraite ne permettrait pas au fond l'inverse, à savoir de mieux valoriser l'expérience des travailleurs seniors? C'est-à-dire, s'ils travaillent plus longtemps, on peut mieux valoriser, c'est ça? C'est-à-dire que si on repousse la borne d'âge à 64 ans, eh bien on peut se dire qu'en fait, entre 54 et 64, on est toujours utile. De toute façon, on est toujours dans l'entreprise, donc on est utile. Et on va s'apercevoir que finalement, eh ben oui, les travailleurs plus âgés que les autres, eh ben, ils ont du savoir-faire, ils ont du réseau, ils ont l'historique de l'entreprise et qui sont bien utiles. Donc en fait, on pourrait être particulièrement optimiste par le report de l'âge légal à 64 ans. Alors, de toute façon, déjà aujourd'hui, il reste rarement après 60 ans. Donc, moi, je vous dis, je trouve que c'est intéressant ce débat est intéressant parce que ça pose là vraiment la question des seniors, du travail et puis du sens qu'on donne aussi au travail. Parce ce qu'il faut pas négliger, c'est que un retraité qui part et qui est encore en forme et qui a encore de l'énergie, il est hyper utile parce qu'il va beaucoup travailler dans le secteur associatif, dans le bénévolat aussi. Et tout ça, c'est absolument aussi essentiel à notre économie. Donc il ne faudrait pas non plus que c'est l'effet inverse et puis que ça fasse baisser le taux d'associations et le taux de bénévoles qui font fonctionner ces associations. Alors on va y venir aux bénévoles retraités. Juste avant ça, je voudrais demander à Vincent Séguéla, comment est-ce qu'on fait pour changer de culture dans l'entreprise et faire en sorte que les salariés soient plus jetables au-delà de 50 ans? Le changement de culture, c'est un travail de fond, individuel et collectif, qui est très très lourd et qui mérite un investissement de tous, institutionnels, acteurs, individuellement, parce que une culture, ça tombe pas du ciel. Ça vient pas comme ça. C'est le fruit de décisions, d'orientation que prend une nation, un collectif, ou de décisions qu'elle ne prend pas. Donc c'est un travail de fond. Donc pour changer le regard sur les seniors en entreprise, pour changer les préjugés sur les jeunes comme sur les seniors, je refais le parallèle, etc., il faut un travail de fond durable, donc il faut un consensus. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Là, je suis en train de parler très concrètement. Un travail de fond, non, c'est pas précis. D'accord, alors je vais le prendre dans l'autre sens. Allez-y. En tous les cas, la réforme telle qu'elle nous est proposée là, elle passe complètement à côté de l'emploi des seniors. Bon, il est prévu un indice publiable pour les entreprises de plus de 1000 salariés au mois de novembre, etc. Indice de seniors. Combien de seniors dans l'entreprise? Combien de seniors avez-vous? Et puis on va renvoyer les partenaires sociaux dans les entreprises et puis dans les branches, ils vont regarder les chiffres, voilà, et puis ils vont essayer de dépatouiller 2-3 petites choses. Ça ne va pas changer en profondeur le regard de la société et le rapport au travail sur la question des seniors. Alors, quand même, c'est pas traité. Je ne dis pas que c'est bien, c'est évidemment un outil intéressant, on l'a eu pour l'égalité femmes-hommes, et on s'appuie dessus, etc. Alors, mais ça ne suffit pas à changer sur d'autres choses. C'est ce que j'allais dire, c'est que moi je ne suis pas une grande fan on regarde combien de pourcentage, etc. Mais il faut quand même reconnaître que l'index égalité homme-femme, il fait énormément bouger les choses en entreprise et que depuis qu'il y a cette loi qui impose un quota de femmes dans les conseils d'administration, ça a bouleversé les choses aussi. Voilà. Donc vous pensez qu'un index senior pourrait être aussi utile?
Malheureusement, je pense qu'il faut en passer par là, puisque c'est quand même la contrainte réglementaire qui pousse. Et puis bon, après, les femmes qui sont en entreprise et les femmes qui sont dans les comités de direction, elles sont reconnues pour leurs compétences. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre dans le cadre de cette réforme des retraites, d'une réforme des retraites, on verra si celle-ci aboutit, pour faire changer les choses? Quelles recommandations, Caroline Renaud, vous pourriez faire au gouvernement? Alors au gouvernement, je ne sais pas, mais en tout cas, au moins à mes clients qui recrutent, c'est juste de ne pas s'arrêter au CV et puis de voir que la personne a plus de 50 ans, mais déjà rencontrer la personne. Parce que ce qui est quand même assez incroyable, c'est que à la fois on a cet imaginaire de, je sais pas moi, la personne qui a 55 ans n'est pas dynamique, etc. Bon, moi j'ai des clients qui ont 55 ans, donc quand je leur dis, c'est quoi, vous êtes ingérable et pas dynamique, ah ben non, hein. Et ils se rendent compte en fait quand ils rencontrent les gens que c'est, voilà, ça tombe un peu aussi. Vincent Séguéla, de votre côté, qu'est-ce que vous auriez envie de recommander comme initiative, recommander au gouvernement comme initiative à mettre en place? Il faut se mettre autour de la table sur ces questions-là. Je reviens sur le parallèle avec l'égalité femmes-hommes. Bien sûr que l'indice y a participé, Caroline. Mais par exemple, la parité dans les conseils d'administration, c'est pas l'indice, c'est une autre mesure. C'est une loi. C'est une loi. Mais c'est pas l'indice, c'est une loi. Mais l'indice, il est regardé et de plus en plus. Et moi, mes clients, ils sont hypersensibles. Et sur les critères extra-financiers, environnement, sociaux et de gouvernance, c'est un indice qui est regardé par les banquiers et les investisseurs. Donc, croyez-moi, les chefs d'entreprise le regardent de très près. Mais Caroline, on n'est pas en opposition. Je suis en train de vous dire, je vais dans le même sens que vous. Je dis juste que l'indice n'est pas suffisant. Aujourd'hui, dans le projet de réforme sur la question de l'emploi des seniors, que ce soit d'un volet culturel, pratique, etc., il n'y a rien, à part cet indice. Et je dis exactement comme vous, c'est un indice utile. Il ne changera pas en profondeur. Sur la question de l'égalité femmes-hommes, il y a aussi MeToo. Enfin, il y a toute une série d'événements, de lieux, de lois, d'environnement qui font que la société est en train de changer de regard sur cette question-là. Alors restons sur les retraites, Vincent Séguéla. Il faut engager pour la question. Restons sur les retraites. Qu'est-ce qu'on peut proposer de plus pour une meilleure prise en compte des seniors en entreprise? L'UDES, un autre syndicat d'employeurs de l'économie sociale et solidaire, recommande par exemple de baisser les charges sur les contrats pour les salariés de plus de 55 ans. Est-ce que c'est une bonne idée? Alors, nous sommes membres de l'UDES, qui est une union des employeurs de l'économie sociale. C'est précisément, et c'est quasiment le seul point, parce que nous sommes tous d'accord sur la question de l'employabilité des seniors, le changement de la culture, etc. Mais sur ce point-là, nous sommes, pour ce qui nous concerne, exopés en désaccord. D'abord, d'un point de vue micro ou macro, la baisse de 1,5 point ici ou là des charges, tantôt sur les seniors, tantôt sur les bas salaires, etc. C'est pas vrai, c'est pas en tous les cas dans nos secteurs des éléments déclencheurs d'activité. Tout le monde le dit, un peu dans toutes les sphères. Si je le prends en langage un peu plus classique, un peu plus MEDEF, qu'est-ce qui fait la création d'entreprise? C'est le fait qu'on a des débouchés pour ces produits. Voilà, et donc la baisse des cotisations, en soi, est-ce que le service, le produit, rencontre son marché, etc. Donc il y a une question économique évidemment, mais voilà. Donc c'est pas du tout une bonne réponse. Donc ça c'est une proposition qui vous intéresse pas. Il y a une autre proposition. C'est la seule avec laquelle, si j'ai bonne mémoire, avec l'UDES, avec laquelle on n'est pas d'accord. Proposition de mettre en place des contrats aidés réservés aux seniors, comme on le fait aujourd'hui pour les jeunes. Eh ben bien sûr, ça par contre c'est une piste à explorer sur laquelle nous sommes d'accord. Parce qu'il faut inciter à changer le regard, il faut inciter, quand on dit des aides, pour le coup, on voit bien ce que ça peut être. C'est-à-dire la capacité à supporter peut-être des aménagements, des temps de formation, des temps de reconversion, parce que ça va vous inciter à prendre peut-être un senior qui sort d'un secteur qui vient dans le vôtre, mais du coup il faut le former, etc. Bref, derrière tout ça, on va générer une politique qui est plutôt positive et qui va contribuer à changer le regard. C'est exactement ce que beaucoup de gouvernements ont fait depuis 40 ans sur les jeunes. Inciter à embaucher les jeunes, etc. Ils ont des ressources, blablabla, etc. Donc on met en place des dispositifs pour les aider à aller vers et changer le regard de l'idée que les jeunes sont forcément plus feignants que ceux d'avant,
et qu'ils ont été mal formés ou qu'ils sont rebelles. Caroline Renaud, qu'est-ce que vous en pensez? Baisser les charges sur les postes de plus de 50, pour les salariés de plus de 55 ans, mettre en place des contrats aidés réservés aux salariés seniors, vous en pensez quoi? Alors, dans l'imaginaire collectif, les seniors sont plus chers, en tout cas les cadres seniors. C'est peut-être pas que de l'imaginaire collectif, c'est peut-être sur la feuille de paye avec l'ancienneté quand même qui fait qu'on avance en montant de salaire. Oui, mais il y en a certains qui sont prêts à baisser leur salaire et puis croyez-moi, il y a des jeunes qui demandent aussi beaucoup d'argent. Donc dans l'imaginaire collectif, on se dit que les seniors sont plus chers, donc je pense que baisser les charges, même si ça ne va pas transformer grand-chose, je pense que dans l'imaginaire, ça peut donc le faire de façon temporaire. J'ai une autre question qu'on a rapidement effleurée tout à l'heure, qui m'intéresse d'aborder avant d'arriver vers la fin de cette émission, c'est celle du bénévolat des retraités. Voilà. Est-ce que le report de l'âge légal de la retraite ne découragerait pas finalement les retraités à devenir bénévoles dans des associations une fois qu'ils arrivent à la retraite? Caroline Renaud. Ah bah ça c'est sûr. Pourquoi c'est sûr? Parce que ce moment durant lequel on arrête de travailler, pas pour tous, mais pour un certain nombre de personnes, on est encore en forme, on a envie de transmettre aussi. Il y a cette envie aussi de donner du sens. Et aujourd'hui, les retraités sont essentiels au fonctionnement associatif. Donc ça, c'est des économistes comme Pierre-Yves Gomez qui le disent. Et encore, on ne compte pas non plus ce que font les retraités pour aider aussi les parents qui ont des jeunes enfants. Vincent Séguéla. C'est pour nous un autre grand sujet d'inquiétude et de désaccord, parce que cette dimension-là est absolument... de désaccord avec le gouvernement? Avec le projet. On n'a pas d'accord ou pas avec le gouvernement. Avec le projet de réforme. Avec le projet de réforme. C'est que ce volet-là, pareil, est complètement mis... Alors bon, on en discute avec la secrétaire d'État économie sociale, qui est évidemment sensible à cela, mais globalement, on passe complètement à côté de ce sujet. Qu'est-ce qu'elle vous dit, Marlène Schiappa, sur ce sujet? Évidemment, elle soutient l'économie sociale, elle a bien conscience... Elle soutient le projet de réforme des retraites aussi, oui, puisqu'elle est au gouvernement. Oui, mais alors moi je vais vous parler d'Exopé. Donc, parlez-moi d'Exopé. On soutient avec elle, évidemment, de construire une politique à destination de l'économie sociale globalement, qui est un modèle vertueux, qui réglerait bien des situations diverses et variées. Mais la question du bénévolat, elle est effectivement essentielle. Alors il n'y a pas que des retraités, les jeunes aussi sont très engagés, je profite de l'émission pour déconstruire tout un tas de préjugés. Il y a des actifs évidemment, mais c'est vrai que les seniors, les retraités, sont une partie importante dans la gouvernance, mais aussi dans les activités. Donc décaler l'entrée dans la retraite, la reculer, mécaniquement ça va reculer l'arrivée de retraités sur des fonctions de bénévoles qui peuvent déjà connaître le temps de leur activité, mais sur lequel ils vont avoir encore plus de temps, voire de capacité à s'investir plus structurellement. Et puis, figurez-vous que là aussi, après, nos artères nous rappellent l'âge que nous avons. Et donc, globalement, à partir de 70 ans, bon nombre de personnes, de bénévoles engagés, réfléchissent, il me reste 10 ans, statistiquement, je prends du recul. Cette fois-ci, ces 10 ans, je les prends pour moi. Donc, et ça, c'est des constats. Encore une fois, je ne parle que de constats. Donc, mécaniquement, on allonge de 2 ans, c'est 2 ans de bénévolat en moins. Voilà. Et donc, c'est effectivement une vraie problématique. Et Caroline a raison. Sans compter, une nouvelle fois, sans compter la question de l'intergénérationnel, parce que nous, on travaille beaucoup auprès, vous l'avez compris, d'actes éducatifs, donc autour de la parentalité, etc. Et l'intergénérationnel compte. Et effectivement, pour les parents que nous accompagnons, et d'ailleurs, en plus, les parents le plus en difficulté, les mères isolées, etc., donc, s'il n'y a pas en plus de grands-parents, etc., qui peuvent à un moment participer de la coéducation, du soutien, etc., et ben évidemment, c'est aussi une grosse problématique pour nous. On a déjà bien avancé dans cette émission. On va passer à la troisième séquence, c'est celle qui nous permet de parler de l'actualité de nos invités.
Alors Caroline Renou, Vincent Séguéla, on va parler de votre actu à vous et on commence par Caroline Renou. Qu'est-ce qui fait votre actualité chez Burdeo en ce moment? Alors moi je voudrais mettre en avant notre plateforme qui s'appelle People for Impact qui en fait rassemble des freelance experts et des managers de transition sur les thématiques de l'impact, de la RSE. Et là pour le coup, être senior, avoir des cheveux gris, c'est vraiment un atout puisque les entreprises, quand il s'agit de prendre des gens de façon ponctuelle pour aller vite et transformer, préfèrent les gens qui, pour le coup, ont bien plus de 45 ans. Alors, c'est vrai que sur Internet, on trouve des plateformes pour recruter des indépendants. Oui. En général, c'est des indépendants, hein, oui. Des freelances, voilà. Et vous en avez créé une, People for Impact, dont vous êtes fondatrice, spécifique sur les métiers à impact. Exactement. Très bien. Elle a été lancée quand ? En 2019. Et on trouve combien de métiers ou combien de personnes sur cette plateforme? Alors aujourd'hui, nous avons référencé 1500 experts. Excellent. Dans plein de métiers différents, j'imagine. Oui, tout à fait. Ça peut être à la fois des choses liées à la biodiversité, à la taxonomie, au reporting extra-financier, à la décarbonation, aux droits humains aussi, enfin tout ce qui a trait à l'impact positif et à la transformation des entreprises. Et donc c'est très spécialisé. Vincent Séguéla, quelle est l'actualité d'Exopé en ce début 2023? Nous couvrons des champs conventionnels où nous négocions avec les représentants de salariés qui sont très dynamiques. En permanence, etc. On couvre des champs qui font partie des plus dynamiques. Donc on a le sujet retraite, on vient d'en parler, bénévolat, parce que ça interroge et nos activités et évidemment notre gouvernance, parce que je rappelle que en fait les vrais patrons chez nous sont des bénévoles. C'est peut-être ceux qui... les présidents de structures associatives, les conseils d'administration, sont bénévoles, les directeurs sont salariés. Voilà, donc c'est probablement ce qui nous différencie avec le MEDEF, puisqu'ils ne gagnent rien, à part le sentiment fort d'être utile à la société. Donc ça c'est évidemment un sujet. On n'a pas parlé trop de prévoyance et santé obligatoire, mais ça c'est un sujet, puisque ces comptes se déséquilibrent, et donc nous craignons que la réforme des retraites les déséquilibre davantage, puisque si on ne règle pas le problème de l'emploi des seniors, ça va se répercuter notamment sur les caisses de prévoyance, et donc on va payer, employeurs et salariés, plus de cotisations. C'est pourquoi on dit qu'ils parce qu'ils seront encore en emploi, mais ils deviendront invalides. C'est une mécanique. Quelqu'un qui est sous la prévoyance, les provisions s'arrêtent aujourd'hui à 62 ans. Demain, l'âge passe à 64. Les provisions vont être calculées à 64 ans. Donc, mécaniquement, ça déséquilibre. Mécaniquement, nous sommes appelés à couvrir par des cotisations employeurs et salariés. Et donc, nous, on dit, quitte à payer des cotisations, autant le faire sur les caisses de retraite plutôt que sur les caisses de prévoyance, qui sont quand même en termes de projet de société, c'est quand même plus porteur de dire on finance pour être à la retraite, faire du bénévolat, s'occuper de sa famille, de ce qu'on a envie de faire, qu'on va travailler plus et en plus on va devoir financer les invalides ou les accidents de la vie. Vous voyez, ça en termes de projet de société, c'est pas tout à fait la même chose. Les sujets permanents sur la formation professionnelle, avec des réformes aussi, là, France Travail, la VAE. Donc c'est tous vos sujets de plaidoyer pour l'ensemble de l'année, plaidoyer récurrent. De toute façon, on va s'arrêter là. Vincent Séguéla. Pour les syndicats de salariés notamment, l'inflation, etc. C'est évidemment un sujet, problème de reconnaissance des métiers, etc. qui nous occupe beaucoup. Et à la fin de l'année, on a la pesée. Vous savez, le mécanisme où on mesure l'audience des syndicats pour calculer leur représentativité. C'est une année très riche et très dense. On travaille déjà beaucoup et depuis longtemps. Merci beaucoup, Vincent Séguéla. Merci, Caroline Renou, d'avoir été présent avec nous sur le plateau de ESS On Air chez Mediatico. Si ça vous a plu, vous le dites sur les réseaux sociaux. Merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. Vous pouvez aussi vous inscrire pour recevoir la newsletter de Mediatico sur le site internet. Vous pouvez même nous soutenir avec des dons à prix libre. C'est aussi sur notre site internet. En tous les cas, merci à vous et à très vite sur Mediatico, sur les réseaux sociaux, sur Twitch, sur YouTube et sur l'ensemble de nos réseaux de communication.